Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur d'histoires, et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces récits terrifiants de voisins. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors laissez un commentaire. Quand vous serez prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. C'était au printemps de l'an 2000. Je vivais dans un loft à Boulder, dans le Colorado. Mon appartement avait une immense baie vitrée donnant sur les majestueuses montagnes rocheuses, une vue vraiment digne d'envie. Pourtant, c'était un endroit un peu bruyant, surtout quand il pleuvait, car le toit fuyait légèrement et la climatisation faisait un bruit de train de marchandises. Malgré tout, c'était un lieu chaleureux. À cette époque, j'écrivais pour un journal. Après ma journée en tant que caissière dans une quincaillerie, je passais quelques heures à éditer mes articles avant d'aller me coucher. Généralement, entre 1h et 2h du matin, à côté, il y avait un autre loft, vide depuis plusieurs années, jusqu'au jour où une femme d'âge moyen et sa horde de chattes ont enfin emménagé. Au 2e étage, il n'y avait qu'elle et moi. Mais nos appartements n'avaient ni numéro ni signe distinctif, ce qui ne me dérangeait pas vraiment, car je recevais rarement du courrier. Mais cette absence de repère allait s'avérer confuse et faillir me coûter la vie. Une nuit, alors que j'écrivais en écoutant de la musique italienne, j'ai soudain eu envie de me resservir un verre de vin. En passant près de ma porte, poussé par un élan de curiosité, j'ai regardé dans le Judas, sans trop réfléchir. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir, vu qu'il faisait nuit. Mais parfois, la curiosité prend le dessus. Ce que j'ai vu m'a glacé. Devant ma porte se tenait un homme petit, chauve, portant des gants, mais pieds nus. Je me souviens encore de ses chaussettes, grises, tranchant étrangement, avec le sol en bois foncé. Il portait une veste couleur moutarde, un jean clair, et semblait essayer d'ouvrir la porte de ma voisine. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je n'avais aucune idée de qui il était, je ne l'avais jamais vu dans l'immeuble. Mais c'était son comportement qui me mettait vraiment mal à l'aise. Il s'acharnait visiblement sur la poignée, la bougeant de gauche à droite, comme s'il espérait que la porte s'ouvre toute seule. Je l'ai observé pendant 30 ou 40 secondes, essayant de rester calme, de ne pas faire de bruit. Je me suis dit que s'il réussissait à ouvrir cette porte, je devrais courir chercher mon téléphone pour appeler la police. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, il a lâché la poignée et s'est penché pour ouvrir un sac à dos qu'il avait avec lui. C'est là que j'ai vu son visage plus clairement. C'était un homme d'environ 50 ans, avec une expression troublante qui m'a donné des frissons. Mes mains ont commencé à transpirer. J'avais toujours mon verre à la main, alors je l'ai posé lentement sur la table, puis je suis revenu à la porte, pressant mes 2 mains contre le bois, comme si cela pouvait me protéger. J'ai regardé à nouveau dans le Judas, et j'ai failli tomber à la renverse. Il était là, juste en face, me fixant avec suspicion, tenant un tournevis dans sa main gauche. Mon cœur s'est emballé si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. L'appartement était plongé dans le noir, à l'exception de la lampe de mon bureau, dont la lumière se diffusait faiblement dans le couloir. Il avait sûrement vu cette lueur à travers le Judas. En réalisant cela, une sueur froide a coulé dans mon dos. Puis il a fait 2 pas vers l'avant et a commencé à secouer la poignée de ma propre porte. Le panique m'a envahi. J'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai agrippé la poignée de mon côté, en pressant de tout mon poids, même si je savais que s'il la forçait, je ne pourrais pas l'empêcher d'entrer. À ce moment-là, la porte me semblait fine comme du papier. Il était si proche que j'avais l'impression qu'il pouvait entendre ma respiration. Il a encore secoué la poignée 1 ou 2 fois, mais Dieu merci, elle ne s'est pas ouverte. Le fait que je la maintienne fermée avec force avait un effet. Mais je me sentais loin d'être en sécurité. J'étais terrifié. La situation devenait de plus en plus extrême. Je suis resté figé un instant, songeant à ce que je ferais s'il parvenait à forcer l'entrée. Je savais qu'entre lui et moi, il n'y avait pas que du bois, mais une barrière mince entre la vie et ma possible fin. Paniqué, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à travers le Judas. Ses yeux étaient à nouveau plantés dans les miens. Des yeux bleus glacés, avec une lueur si sombre que j'ai senti qu'il avait des intentions vraiment sinistres.
envers moi ou ma voisine. Je ne savais pas. Puis, contre toute attente, il a frappé à ma porte. 3 petits coups, et j'ai entendu un murmure à peine audible. Je n'arrivais pas à y croire. Il jouait peut-être, cherchant une réaction. Mais moi, j'étais pétrifié, incapable de bouger ou de parler. Je retenais même ma respiration. J'étais certaine qu'il savait que j'étais là, car depuis l'autre bout de la pièce, on ne pouvait entendre ses coups qu'en étant juste à côté de la porte. Finalement, il est resté planté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis après 10 longues secondes, il a ramassé son sac et s'est dirigé vers les escaliers, sans faire de bruit, grâce à ses pieds nus. J'étais tellement terrifié que je n'osais pas tourner le dos à la porte, convaincu qu'il reviendrait à tout moment. J'ai compté jusqu'à 20 dans ma tête pour me calmer. Puis j'ai traversé la pièce jusqu'à mon bureau. J'ai saisi mon vieux Nokia et j'ai appelé la police, en murmurant comme si cela pouvait me protéger. J'ai expliqué à l'opératrice qu'un homme étrange se trouvait devant ma porte. Après un peu plus d'1 minute de conversation, elle m'a dit qu'une patrouille était déjà en route. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'homme chauve, debout sur le trottoir, juste en dessous. Quand il a remarqué que je le regardais, il m'a fait un signe de la main, puis a disparu dans une ruelle. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai immédiatement signalé à l'opératrice la direction qu'il avait prise. La police est arrivée quelques minutes plus tard, des minutes lentes et angoissantes. Ils m'ont interrogé, ainsi que ma voisine Charlène. Il s'avère qu'elle avait elle aussi appelé la police, car elle avait vu des ombres bouger sous sa porte, grâce à la lumière du couloir. Et c'est là qu'elle a lâché une bombe. Charlène a révélé qu'elle faisait partie du programme de protection des témoins. Avant l'aube, 2 agents du FBI sont venus, ont emmené Charlène et ses chats, et je ne l'ai jamais revu. Le lendemain, je suis allé au commissariat et j'ai décrit l'homme à un dessinateur judiciaire. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles de l'affaire, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je me demande, était-il venu spécifiquement pour Charline? Ou bien était-ce simplement un cambrioleur, et tout le reste n'était qu'une coïncidence? Si je devais parier, je ne croirais pas qu'il s'agissait d'un simple voleur. Ma théorie, c'est qu'avec l'absence de numéros sur les portes, il ne savait pas laquelle était la sienne, et qu'il a simplement tenté sa chance. On n'a jamais su ce qu'il est devenu. Je n'ai que mes soupçons. Mais parfois, je me demande si ma voisine n'était pas liée à quelque chose de bien plus sombre. Lorsque j'ai parlé à la police, j'ai remarqué que son accent venait de Boston. Et cette même année a éclaté le scandale de Whitey Bulger et du gang de Winter Hill. Alors tout a explosé dans les médias, avec des détails sur des meurtres et la corruption d'un agent du FBI nommé John Connolly. Le lendemain, j'ai ajouté 3 nouvelles serrures à ma porte. Je n'ai jamais revu cet homme, ni aucun autre inconnu rôder chez moi, Dieu merci. Je suis resté encore 4 ans dans cet appartement, et le loft d'à côté n'a jamais été reloué. Je voulais raconter cette histoire comme un rappel. Il faut toujours faire confiance à son instinct. Ne vous illusionnez pas en pensant que vous êtes en sécurité simplement parce que vous êtes chez vous. Si vous sentez que quelque chose cloche, ne l'ignorez pas. Il y a quelque temps, je suis rentré chez moi après le travail, et j'ai trouvé ma copine assise sur le canapé, avec une étrange énergie illuminant son visage. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle a lâché la phrase classique « il faut qu'on parle ». À cet instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit qu'elle n'était plus heureuse dans notre relation et qu'elle pensait que nous devrions faire une pause pour voir d'autres personnes, comme si cela pouvait nous aider à savoir si nous devions rester ensemble ou nous séparer. Honnêtement, je ne voulais pas faire ça, mais je l'aimais assez pour respecter sa volonté. Alors même si cela m'a blessé, j'ai accepté. J'ai pensé que peut-être, si je lui laissais un peu de temps, elle changerait d'avis. Mais malheureusement, quelques semaines plus tard, c'était terminé. Et je me retrouvais dans la situation difficile de devoir quitter l'appartement que nous partagions, puisqu'il était officiellement à elle. J'ai donc commencé à chercher un logement en urgence. Pris au dépourvu, je n'ai pas vraiment pris le temps de chercher quelque chose de bien. Et j'ai fini par louer un studio dans un immeuble qui ressemblait à un croisement entre un refuge pour sans-abri et une maison hantée. Mais c'était bon marché et disponible immédiatement. Ça aurait dû être un signal d'alerte.
Mais j'étais tellement pressé de quitter l'appartement de mon ex que je n'y ai pas prêté attention. Ou pas tout de suite. Le propriétaire ne m'a demandé qu'un mois de loyer d'avance contre les clés. Il n'était pas question pour moi de retourner vivre chez mes parents. Imagine un peu, cela aurait eu un goût amer de régression. Alors j'ai opté pour ce petit studio, qui me semblait au moins préférable à un retour en arrière. Je ne voulais pas me battre avec mon ex pour savoir qui gardait quel meuble. On avait déjà eu assez de drames. J'ai juste pris ma Xbox et ma télé connectée. Je me suis dit que je pourrais survivre comme ça un moment. Peu après mon emménagement, j'ai décidé d'aller me présenter à mon voisin. J'entendais de la musique forte venant de son appartement. Alors j'y suis allé et j'ai frappé. Quand il a ouvert, j'ai été surpris par son manque de sympathie. C'était un jeune homme avec une barbe noire épaisse et un accent qui me rappelait Londres. Il n'a ouvert la porte que de quelques centimètres, juste assez pour me regarder. Je me suis présenté. Je lui ai dit que je venais d'emménager en face et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, il ne devait pas hésiter. Mais tout ce que j'ai reçu en retour, c'est un regard froid et nerveux. J'ai eu l'impression de le déranger. Quand il m'a dit s'appeler Jess, quelque chose en moi s'est allumé comme une petite alarme. Mais je ne suis pas du genre parano sans raison. Alors j'ai essayé d'ignorer ce ressenti et de continuer ma vie. Cependant, quelques semaines plus tard, en sortant pour aller travailler, j'ai remarqué un gars sortant de chez Jess. Allez savoir pourquoi. Ce type m'a donné une mauvaise impression. Mais je n'ai rien dit. Je l'ai salué et il m'a répondu d'un ton désinvolte. Je lui ai demandé s'il était un ami de Jess ou son colocataire. Et là, l'atmosphère s'est épaissie. J'ai tout de suite senti son haleine chargée d'alcool. Il m'a répondu « C'est moi, Jess ». Cette réponse ne m'a pas convaincu. Mais il a insisté, répétant qu'il était Jess. J'ai laissé couler et j'ai continué à descendre les escaliers. Mais je savais qu'il mentait et ça rendait toute la situation encore plus étrange. Les semaines suivantes, j'ai vu plusieurs hommes différents entrer et sortir de l'appartement. De Jess à toute heure. Mes soupçons ne faisaient que grandir. Finalement, quand le propriétaire est venu récupérer le loyer du mois suivant, je lui ai parlé des locataires d'en face. Et je lui ai demandé qui vivait là. Il s'est gratté la tête un instant, puis a fini par me dire qu'il s'appelait Steven, et que c'était le meilleur locataire qu'il ait jamais eu. Il payait toujours à l'heure, jamais de plainte, pas de bruit, pas de soucis. Tout était parfait. Cela m'a laissé perplexe. Mais désormais, j'avais un soupçon. J'étais sur le point de lui parler des personnes différentes que j'avais vues entrer et sortir, mais je me suis ravisé. Je ne voulais pas m'immiscer dans des histoires qui ne me regardaient pas. Même si tout cela semblait louche, ce n'était pas mon rôle de jouer au détective. Je n'ai jamais été du genre à me mêler des affaires des autres. J'ai donc gardé le silence. Après tout, tant que cela ne me nuisait pas et que personne n'était blessé, il n'y avait pas de raison de m'en mêler. Même si, franchement, j'aurais préféré ne jamais avoir été mêlé à tout ça. Une semaine plus tard, j'étais profondément endormi quand un bruit m'a réveillé. Des pas lourds dans les escaliers, et je savais, d'instinct, que cela avait à voir avec l'appartement de Jess juste en face. Alors que j'émergeais, je me suis dit qu'il était temps de me plaindre au propriétaire. Mais avant même que je puisse faire quoi que ce soit, on a frappé à ma porte, fort, comme s'il voulait la briser. « Police! Ouvrez la porte ou nous l'enfonçons !» Mon cœur s'est mis à battre si fort que je le sentais dans tout mon corps. Je suis resté paralysé. Qu'est-ce que la police faisait chez moi? Je ne comprenais rien. Mais j'avais le pressentiment que cela avait un lien avec l'appartement de Jess. Quelques secondes de panique ont passé. Puis j'ai enfin rassemblé assez de courage pour courir à la porte et tirer sur la serrure. La suite. C'est un flash de lumière intense qui m'a aveuglé. Quand ma vue s'est réadaptée, j'ai vu un groupe de policiers armés, en gilet tactique, juste là, à ma porte. Sans un mot, l'un d'eux m'a plaqué au sol, m'a menotté rapidement, tout, en me hurlant de ne pas bouger. Après un moment dans cette position inconfortable, le visage écrasé contre le sol, j'ai entendu un autre officier dire qu'ils essayaient d'ouvrir l'appartement. D'en face, oui, et celui de Jessie, mais qu'il n'y avait aucune réponse. La tension montait dans l'air à chaque seconde.
Un policier a sorti une sorte d'outil pour forcer la serrure, tout en ordonnant le silence. Puis, dans un tournant glaçant, un agent est sorti de cet appartement, entraînant une fille qui ne semblait pas avoir plus de 17 ans. Elle était couverte d'ecchymose et ses cheveux étaient en bataille, complètement emmêlés. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi en la voyant. J'ai alors regardé l'un des policiers, terrifié, et je lui ai dit « Officier ». Mais il ne m'a pas laissé finir. Il m'a coupé. Laisse-moi deviner. Tu ne savais rien de tout ça? Je le jure, ai-je murmuré horrifié, la voix tremblante. Mais avec une expression glaciale, il m'a lancé « Garde ça pour l'interrogatoire ». Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. L'automne approchait et les nuits devenaient de plus en plus longues. J'étais seul dans la maison que je partageais avec mon colocataire. Et avec la déprime saisonnière, j'ai décidé de rester à l'intérieur pour une de ces soirées paresseuses. J'étais affalé sur le canapé, à faire défiler Netflix, quand une sensation étrange m'a soudain envahi, comme si quelque chose n'allait pas. Mais ce n'était pas juste un malaise banal. C'était comme si le monde s'était légèrement détraqué, un peu comme la sensation qu'on a quand un pneu se dégonfle lentement pendant qu'on conduit. C'est à peu près comme ça que je pourrais le décrire. Déstabilisé et légèrement anxieux, j'ai éteint la télé et monté les escaliers, laissant les lumières allumées en bas. En haut, j'ai allumé le couloir et suis entré dans la salle de bain. Je ne me sentais pas observé, mais il y avait quelque chose de dérangeant, comme si l'atmosphère avait changé. Alors j'ai mis un peu de musique sur mon téléphone et j'ai décidé de prendre une douche pour me distraire de ce malaise inexplicable. Si j'avais eu un animal de compagnie, j'aurais probablement observé sa réaction. Mais je n'en avais pas. À la place, j'ai essayé d'ignorer cette sensation pesante qui m'envahissait. Juste au moment où j'allais me déshabiller, j'ai cru entendre un bruit venant d'en bas. J'ai baissé la musique un instant, mais le bruit ne s'est pas reproduit. J'ai supposé que j'avais imaginé des choses ou que mon colocataire était rentré plus tôt. Je n'ai pas pensé une seconde qu'un inconnu aurait pu entrer dans la maison. Ces choses-là, ça n'arrive qu'aux autres, pas à moi. J'étais tranquille, mes portes étaient toutes fermées et le quartier était paisible. Je suis entré dans la douche et j'ai tenté de me détendre. Mais cette sensation de malaise est revenue. Alors je suis sorti, j'ai éteint mon téléphone et quand j'ai regardé vers la porte de la salle de bain, j'ai remarqué une ombre, debout juste derrière. La seule chose qui me séparait de cette silhouette, c'était cette vieille porte en bois, avec un simple loquet, qu'un idiot pourrait forcer avec un peu de force. La personne de l'autre côté ne frappait pas. Aucun bruit, même pas un souffle. Ce silence a fait dresser tous les poils de mon corps. Qui ou quoi était cette silhouette? Et que faisait-elle dans ma maison? Comment était-elle entrée sans que je m'en rende compte? Je restais là, immobile, une sueur froide coulant le long de mon front. Puis, dans un moment de panique, j'ai décidé d'agir. Je suis sorti lentement de la douche et j'ai pensé que le mieux était de sortir par la fenêtre. Avec précaution, j'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain, soulevé le cadre et me suis glissé à l'extérieur. Mais alors que je passais mes jambes par l'ouverture, j'ai heurté les stores, qui ont produit un bruit fort et métallique qui a résonné dans toute la pièce. Instantanément, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir juste derrière moi. Je tentais encore de descendre du toit. Quand j'ai enfin touché le sol dans le jardin, je me suis relevé et j'ai couru vers la maison de mon voisin sans me retourner. J'ai frappé à sa porte arrière jusqu'à ce qu'il m'ouvre. Une fois à l'intérieur, j'ai appelé la police. Quand ils sont enfin arrivés, ils ont fouillé ma maison. Mais elle était vide. Pourtant, chaque pièce montrait des signes clairs que quelqu'un avait fouillé mes affaires, ouvert mes tiroirs et inspecté mes objets personnels. Les agents m'ont informé que l'intrus avait erré de pièce en pièce pendant que j'étais sous la douche, et qu'ils avaient trouvé une trace d'ADN qui prouvait qu'il m'avait observé pendant que je me relaxais sur le canapé. Le type avait attendu que je m'endorme pour entrer par la porte arrière. Il aurait pu m'attraper dans la salle de bain, mais il avait choisi d'attendre son moment. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je m'échapperais par la fenêtre. En apprenant tout ça, j'ai compris à quel point les choses auraient pu mal tourner, de tant de manières différentes, cette nuit-là.
Si je n'avais pas écouté mon instinct, si j'étais resté, si j'avais éteint les lumières derrière moi, ou si simplement le visiteur avait agi plus tôt. La fin de cette histoire aurait pu être bien différente. C'est fou comme la vie peut basculer en une seconde sur un simple lancer de dés. Cela aurait pu tourner au drame de 1000 façons. Aujourd'hui encore, je ne sais pas qui était cet homme, ni pourquoi il avait choisi ma maison. Mais j'ai retenu une leçon, ne plus jamais douter de mes instincts. Alors, à toutes celles et ceux qui écoutent ceci, restez toujours sur vos gardes. Soyez conscients de ce qui vous entoure. Privilégiez la prudence, même si vous avez peur d'avoir l'air ridicule. Et surtout, n'ignorez jamais cette petite voix dans votre tête qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Elle pourrait bien vous sauver la vie. Cela fait presque 1 an que j'ai terminé le lycée. Et franchement, je n'avais aucune envie d'aller à l'université, ni de m'engager dans l'armée. Alors voilà, j'étais coincé dans ma ville natale ennuyeuse, plongé dans une routine étouffante que j'avais l'impression d'avoir héritée. Mes journées se résumaient à des cachets de Xanax et quelques verres. Et honnêtement, j'avais la sensation d'être condamné à répéter l'histoire familiale. Je savais qu'il était temps de fuir. Alors je me suis inscrit sur une plateforme d'opportunités agricoles, un site que j'ai trouvé sur Internet, une page qui propose un programme où tu peux travailler dans des fermes en échange de nourriture et de logement. La destination que j'ai choisie, c'était une communauté Hare Krishna dans le sud profond des États-Unis. En arrivant, ma vieille Camry, achetée d'occasion pour environ $600, a décidé de me lâcher immédiatement. Et la ville la plus proche était à environ 20 miles. Alors, je suis resté bloqué là, au milieu d'un groupe de hipsters qui te donnent envie de hurler. Un tiers de la communauté était composé d'immigrants indiens. Et oui, il y avait quelques vieux qui cherchaient vraiment une expérience spirituelle. Mais la plupart semblaient surtout intéressés par le yoga et par parler de leur éveil. Pendant qu'ils restaient assis dans leur bulle condescendante, j'essayais de rester à l'écart, mais parfois, ils me forçaient à participer à leurs discussions sur les cristaux et les énergies. Je désespérais d'avoir une vraie conversation. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai rencontré un type nommé Samuel. J'avais entendu parler de lui quelques jours auparavant. Les gens disaient que c'était un paresseux un peu bizarre, qu'il passait des heures enfermé à faire du yoga dans sa chambre au lieu d'aider à la ferme. Pourtant, un soir, il est arrivé très en retard, en disant qu'il voulait s'impliquer davantage dans les travaux agricoles. Samuel avait un peu plus de 30 ans. Il avait l'air d'un rabbin acidique, avec des papillotes en boucle. Et sa façon de parler, c'était comme un personnage de dessin animé, toujours interrompant ses phrases avec des « ou des « mais ». Mais dans l'ensemble, c'était un bon gars. On est devenus amis très rapidement, peut-être parce qu'on était les seuls Texans de la communauté et qu'on pouvait échanger des anecdotes sur nos profs de lycée, les endroits populaires chez nous et ce genre de choses. On parlait aussi de foot et évidemment de bière et de substances. Il avait des idées folles. Il disait même vouloir utiliser des bombes et la télépathie pour réparer sa voiture, coincée dans le garage. Il affirmait être venu ici pour devenir l'ami des gourous et apprendre une forme de méditation qui permettait de contrôler les gens. Un jour, il m'a même raconté qu'il avait utilisé le Reiki pour séduire une fille à une fête. C'est là que j'ai compris pourquoi il avait cette réputation de gars étrange. Le plus fou, c'est qu'il prenait tout ça très au sérieux. Mais moi, son enthousiasme me faisait plutôt rire. Je savais qu'un jour, j'en aurais marre. Mais j'ai décidé de le supporter encore quelques jours. Juste pour avoir quelqu'un avec qui passer le temps. Un jour, pendant le déjeuner avec un des gourous, je racontais à Samuel mon voyage dans une ferme qui avait été autrefois le siège d'une secte célèbre, les Davidiens de Waco. Je ne savais pas s'il connaissait l'histoire, alors je lui ai parlé de la fusillade, du siège du FBI et de tout le drame. Mais quand j'ai mentionné les morts, il s'est énervé. Il croyait que le gouvernement ciblait les gens qui prêchèrent la vérité, et il est entré dans une rage folle. À ce moment-là, j'ai vraiment voulu lui expliquer que le leader de cette secte n'était pas un martyr, mais un sociopathe assoiffé de pouvoir.
Mais lui, il n'était pas sur la même longueur d'onde. La discussion est devenue tendue et sa façon de voir les choses m'irritait de plus en plus. Chaque fois que j'essayais de lui expliquer l'histoire réelle, il secouait la tête et disait que j'avais tort. C'était comme être pris dans une boucle sans fin. À force de supporter ses caprices, j'ai craqué. Je me suis levé de table et j'ai décidé de retourner bosser à la ferme en espérant que l'air frais m'aiderait à me calmer. Mais à ma surprise, il m'a suivi. Et après encore une demi-heure de débat absurde, j'ai décidé que j'en avais vraiment assez. Alors, je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, énervé, « Écoute, je ne vais pas continuer cette discussion avec toi. Je ne peux pas espérer qu'un type venu ici pour obtenir des super-pouvoirs ait un brin de logique dans la tête. » Quand j'ai dit ça, Samuel m'a lancé un regard rempli de colère comme je n'en avais jamais vu, et il s'est jeté sur moi. Samuel était grand, bien plus grand et plus âgé que moi. Je n'avais aucune chance de le battre dans une bagarre. Alors j'ai couru vers ma cabane. Il m'a poursuivi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à fouiller mes poches, priant pour avoir pris mon couteau avant de sortir. Je sais, ça peut sembler fou. Mais dans mon ancien quartier, je ne sortais jamais sans un moyen de me défendre. Et puis, à la ferme, c'était un outil plutôt utile. Donc j'avais l'habitude de l'avoir sur moi. Heureusement, je l'avais bien pris avec moi. Alors je l'ai sorti et je l'ai pointé vers Samuel pour qu'il me laisse tranquille. Il a hésité. Il est resté là, immobile, pendant quelques secondes, puis il est retourné finir son déjeuner. Le lendemain, je suis allé voir le chef du temple et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'ai suggéré qu'on fasse quelque chose à propos de Samuel. Après tout le monde s'en fichait et il n'aidait jamais à la ferme. Alors le chef m'a raconté qu'il était alcoolique en rémission, qu'il luttait contre ses démons depuis plus de 10 ans et qu'il s'était réfugié dans cette ferme en quête de sobriété. Le plus étrange, c'est qu'il ne m'avait jamais parlé de tout ça, même après qu'on ait appris à se faire confiance. Ce soir-là, j'ai vu depuis ma fenêtre quelqu'un lui apporter des valises. Samuel se préparait à partir. Ça m'a laissé un peu confus. Mais pour être honnête, l'atmosphère est devenue un peu plus légère après son départ. Quelques semaines ont passé depuis que Michael est parti et j'avais presque oublié toute cette histoire. Jusqu'à ce qu'un soir, je reçoive un message texte. « Salut, c'est Samuel. Il peut sortir ma voiture pour 80 $. Je veux partir. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus compris ce qu'il voulait dire. Et je n'avais aucune idée de comment il avait obtenu mon numéro. Peut-être qu'il m'avait trouvé sur les réseaux sociaux. Peu importe. C'était étrange, mais pas autant que ce qui allait suivre. Quelques nuits plus tard, j'étais dans le bureau du temple, utilisant le Wi-Fi pour envoyer des mails. En revenant à ma cabane, j'ai entendu de grands bruits provenant de la grange. À ce moment-là, j'ai juste pensé que c'était un animal. Mais si c'en était un, il devait être énorme. Je n'y ai pas trop prêté attention et je suis entré dans ma cabane. Elle n'avait pas de serrure, mais la porte de ma chambre, elle, était bien verrouillée. Je me sentais d'un peu mal à l'aise avec les bruits, mais j'ai pensé que j'exagérais. Plus tard cette nuit-là, je me suis réveillé avec une envie d'aller aux toilettes. Mais la cabane n'avait pas de salle de bain. On utilisait tous une latrine commune. Cependant, je n'avais aucune envie d'enfiler mes chaussures et de sortir dans le noir. J'ai donc décidé d'uriner dans l'évier. Je sais que c'est dégoûtant, mais j'étais le seul à utiliser la cuisine, alors peu importe. Mais lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Samuel était là, complètement nu, accroupi dans un coin de la cuisine, face au mur. J'ai émis un bruit involontaire, un genre de son qu'on pourrait entendre dans un épisode de Scooby-Doo. Ce bruit l'a alerté, et tout ce qu'il a fait, c'est se tourner vers moi et secouer son corps comme un vieil arbre prêt à tomber. Sans réfléchir, j'ai refermé la porte et je l'ai verrouillée. Je ne savais pas exactement ce qu'il essayait de faire. Me calmer avec une de ces techniques de méditation ou de Reiki, peut-être. J'ai immédiatement appelé le 911 et je ne me suis plus approché de la porte jusqu'à ce que je voie les lumières rouges et bleues illuminer ma fenêtre. Quand la police est arrivée, Samuel avait déjà disparu. Je suppose qu'il s'était enfui dans la forêt. J'ai raconté ce qui s'était passé. Mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Personne ne connaissait son nom de famille, ni même d'où il venait. J'ai dû quitter la ferme peu de temps après.
Appeler la police là-bas, c'était très mal vu. Tous ces vieux hippies semblaient encore fuir le service militaire ou quelque chose du genre. Mais franchement, je me fichais de ce qu'ils pensaient. Tout ce que je voulais, c'était partir de là. Je ne pouvais pas dormir avec l'idée que Samuel errait encore dans les bois, peut-être encore plus en colère qu'avant. Alors je suis resté éveillé pendant plusieurs jours, priant pour que mon ami vienne enfin me chercher. Et quand il est arrivé, je suis parti. Je ne suis jamais retourné là-bas. Par chance, je n'ai plus jamais entendu parler de Samuel. Mais sans aucun doute, c'était l'une des expériences les plus effrayantes et étranges de toute ma vie. Je viens d'une belle ville du nord-ouest de mon pays, appelée Nunes Nagara. Les gens l'appellent la ville des fleurs, et je l'aimais beaucoup. Mais je ne peux plus y vivre. Cet endroit est rempli de souvenirs douloureux, et les gens me tiennent injustement responsable d'un crime que je n'ai pas commis. Il y a environ 5 ans, je vivais à côté d'une famille appelée les Nigromantes. Ils semblaient être de bonnes personnes et vivaient dans des difficultés financières. Mais la réalité était tout autre. Monsieur Hector était le père de la famille. Il ne trouvait pas de travail et personne ne savait vraiment pourquoi. Certains disaient qu'il avait des problèmes de santé. D'autres pensaient que c'était un bon à rien qui n'aimait pas travailler. Malgré ces rumeurs, je savais qu'Hector était un homme travailleur. Il faisait tout son possible pour subvenir aux besoins de sa famille en préparant et vendant des pâtisseries aux voisins. Et parmi ses voisins, il y avait moi. Il avait un talent particulier pour faire des rondeaux et des salgados, des pâtisseries brésiliennes irrésistibles. Souvent, Hector frappait à ma porte avec un plateau rempli de ces délices colorées. Mon estomac se tordait de bonheur rien qu'à les voir. Elles étaient savoureuses, abordables. Et ce n'était pas que moi qui en raffolais. Tout le quartier était accro à ces produits. Honnêtement, j'étais heureux de pouvoir l'aider à faire vivre sa famille. Et c'était aussi une occasion de mieux le connaître. Parfois, j'entendais les gens dire qu'Hector était un peu fou. Il semblait parfois souffrir physiquement. Il arrivait qu'il rit sans aucune raison, comme s'il venait d'entendre la meilleure blague du monde, même quand il venait juste me vendre ses pâtisseries. Mais une scène est restée gravée dans ma mémoire. Un jour, alors qu'il m'offrait ses gâteaux, il s'est mis à saigner du nez. Il s'est excusé 1000 fois, l'air inquiet. Puis il a quitté ma porte précipitamment, tout en riant encore. Ce rire étrange m'a profondément troublé. Oui, monsieur Hector avait ses bizarreries. Mais il me faisait de la peine. Je respectais son effort pour nourrir les siens, alors j'essayais d'ignorer ce qui me dérangeait et les rumeurs du quartier. Cependant, un jour, en rentrant du travail, je suis tombé sur une scène choquante. Des policiers en nombre étaient rassemblés devant la maison des Nigromantes. Tout le quartier était dans la rue, curieux et inquiet. Personne ne savait ce qui se passait, et les rumeurs allaient bon train. À ma grande surprise, une équipe médico-légale est arrivée, vêtue de blanc, comme dans les films criminels. Mon estomac s'est noué. Il était évident que quelque chose de grave s'était produit. Les spéculations ont éclaté. Certains parlaient d'un meurtre, mais personne ne savait vraiment. Ce n'était que des suppositions, jusqu'à ce que les informations commencent à fuiter. En quelques jours, les photos ont envahi les journaux locaux. Le scandale était sur toutes les lèvres. Il s'est avéré que dans le jardin des Nigromantes, on avait trouvé des restes humains. Ils ont été identifiés comme ceux d'une jeune fille sans abri nommée Barbara, disparue depuis plusieurs mois. Personne n'arrivait à y croire. Hector, ce père de famille aimable, ce voisin souriant, aurait-il pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? La vérité était plus horrible encore. La famille avait attiré Barbara en lui faisant croire qu'il cherchait une babysitter pour leur enfant. Puis il l'avait assassinée sauvagement avant de cacher son corps dans leur jardin. Ce fut un choc total pour tout le quartier. Personne ne pouvait croire qu'un homme comme Hector, qui avait toujours semblé si normal, soit capable d'une telle horreur. Depuis ce jour, ma vision de Nunes Nagara a changé à jamais. Ce n'était plus la ville des fleurs, mais le théâtre d'une tragédie. Désormais, ce ne sont plus les fleurs qui remplissent mes souvenirs, mais les échos d'un passé macabre qui m'ont poussé à quitter cet endroit. Il valait mieux fuir ce lieu sinistre et ce qu'il renfermait, même si les souvenirs me hantent encore parfois.
Tout le monde est resté sous le choc de cette affaire. Mais ce n'était que le début, d'une horreur encore plus grande. Je me souviens du jour où la police a tenu une conférence de presse qui a réuni des journalistes de partout. Ils ont révélé qu'ils avaient trouvé un carnet de 65 pages écrits par Hector, le père des Nigromantes. Dans ce carnet, il décrivait des choses terrifiantes, comme s'il écrivait avec l'esprit de quelqu'un complètement dérangé. Il affirmait entendre des voix qui l'incitaient à tuer des femmes et prétendait que tout faisait partie d'un rituel de purification satanique, avec pour but de réduire la population mondiale. C'était totalement troublant. Et pour être honnête, jamais je n'aurais imaginé qu'Hector puisse penser ainsi. Il m'avait toujours semblé être un homme gentil, honnête, mais manifestement je m'étais trompé. Au fil des semaines, la situation est devenue encore plus sombre. Les médecins légistes ont fouillé chaque recoin de la maison et ont retrouvé des restes de la femme morte dans la cuisine. Oui, tu as bien entendu. Ils avaient découvert des morceaux de son corps et même de la chair dans d'autres aliments dans le jardin. La conclusion de la police a laissé tout le monde sans voix. La famille assassinait des femmes et les cuisinait ensuite dans des empanadas et des salgados. Imagine l'horreur que j'ai ressentie en réalisant que j'avais acheté ces pâtisseries à plusieurs reprises et que je les avais mangées sans soupçonner quoi que ce soit. Elles étaient si bonnes. Jamais je n'aurais cru qu'elles pouvaient contenir quelque chose d'aussi monstrueux. Je me souviens être resté paralysé sur mon canapé après avoir reçu cette nouvelle. Ma tête tournait, je ne pouvais plus bouger, et soudain tout a pris sens, de la pire des façons. J'avais mangé de la chair humaine sans le savoir. J'ai couru jusqu'à la salle de bain et j'ai vomi tout ce que j'avais dans l'estomac. C'était un traumatisme total. Et comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs encore plus effrayantes ont commencé à circuler dans notre communauté. On disait que nous faisions tous partie d'un culte satanique, et que, sans même le savoir, nous étions complices de ce que faisait la famille nigromante. Des gens de toute la ville sont venus dans notre quartier pour nous accuser de cannibalisme. Ils nous insultaient, nous lançaient des objets, et nous faisaient sentir que nous n'avions plus notre place ici. Un jour, j'ai même reçu une note anonyme sur ma porte qui disait « On va te tuer si tu ne quittes pas cette ville ». Alors j'ai décidé que cela n'en valait pas la peine. J'ai fait mes valises et j'ai déménagé dans un petit village côtier, loin de tout ce cauchemar. Depuis, je suis devenu végétarien. Je ne supporte plus l'idée de manger de la viande. Rien que d'en goûter me donne la nausée et me fait revivre des souvenirs terrifiants. Alors oui, maintenant tu comprends pourquoi je ne veux pas partager mon nom ni révéler où je vis. J'ai peur que des gens, en quête de vengeance pour les crimes d'Hector Nigromante, viennent me retrouver. Je te jure que je n'avais aucune idée de ce que je mangeais. Si j'avais su, je l'aurais dénoncé moi-même à la police sans hésiter. Cela m'a amené à une réflexion. Est-ce qu'on connaît vraiment ses voisins? Peut-on vraiment savoir ce qu'ils font derrière leurs portes fermées? Pour beaucoup d'entre nous, la vérité sur ceux qui vivent à côté n'éclate qu'une fois qu'il est déjà trop tard. On ne sait jamais qui cache un secret obscur. Alors reste sur tes gardes. La tranquillité peut n'être qu'une façade. L'histoire que je vais te raconter maintenant n'est pas seulement une histoire d'horreur. C'est surtout une histoire de tristesse. Ne te laisse pas tromper. Il y a bien eu des moments où ma peur était immense. Mais ce que je veux vraiment, c'est que tu réfléchisses, que tu prennes conscience du danger que cela peut représenter, de partager un logement avec un inconnu. Alors, si tu peux, éteins les lumières et installe-toi confortablement. Voici l'histoire de mon colocataire le plus effrayant. Il y a quelques années, juste après avoir obtenu mon diplôme de lycée, mes parents m'ont donné un ultimatum. Tu es un homme maintenant. Commence à payer le loyer. Ou trouve ton propre appartement. Bien sûr, je n'allais pas leur donner de l'argent pour vivre chez eux. Alors j'ai immédiatement commencé à chercher un appartement, me sentant enfin adulte. J'ai eu la chance d'avoir économisé un peu d'argent au fil des années. Je suppose que mes parents pensaient que je resterais plus longtemps. Mais pour moi, c'était l'occasion rêvée de devenir indépendant. Il ne m'a pas fallu longtemps avant de trouver un logement. Un collègue de travail cherchait à remplacer son colocataire, car celui-ci ne payait plus sa part du loyer. Le propriétaire, un type nommé Chander, semblait super sympa.
le mec le plus cool que j'avais rencontré. Heureusement, on se ressemblait pas mal. Et comme on avait des horaires de travail différents, nos rythmes de vie collaient parfaitement. Les premiers mois, tout s'est déroulé à merveille. On passait nos jours de congé affalés sur le canapé, à jouer à Halo et à boire des bières, comme deux gars sans souci. Tout était normal, jusqu'à cette fameuse nuit. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi après un quart de travail de 12 heures. J'étais épuisé. Je ne sais plus quelle heure il était, mais soudain, un grand bruit à ma porte m'a réveillé en sursaut. Complètement assommé de fatigue, j'ai tourné la tête pour voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu Chander. Son visage pâle et sans expression m'a glacé le sang. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai été figé quelques secondes. Mes yeux n'y croyaient pas. Puis, en reprenant mon souffle, j'ai crié « Hé mec !» Mais, à ma grande surprise, aucune réponse. Un frisson m'a parcouru le corps. Chander était là, debout, comme une statue. Il fixait le vide, silencieux, complètement déconnecté de la réalité. C'est là que j'ai compris qu'il était somnambule. Je me suis un peu calmé. J'ai pensé à le réveiller, mais je me suis rappelé que c'était dangereux. Alors, avec douceur, je l'ai guidé jusqu'à sa chambre. Une fois arrivé, je lui ai dit de se recoucher. Et miraculeusement, il l'a fait. J'étais soulagé, fier de moi aussi. Puis j'étais épuisé. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et la nuit s'est poursuivie sans autre incident. Quelques jours plus tard, en le revoyant, j'ai décidé de lui parler de ce qui s'était passé. Je ne savais pas s'il en avait conscience, ou si cela allait le mettre mal à l'aise. Mais à mon soulagement, Chander a bien pris la chose. Il a rigolé. « Oui mec, ça m'arrive depuis que je suis gamin. Surtout quand je suis stressé. » Il m'a expliqué que c'était normal pour lui, même si cela pouvait faire peur aux autres. Il s'est excusé pour la frayeur et m'a dit que j'avais bien géré la situation. Il m'a juste recommandé de toujours bien fermer sa porte à clé, pour éviter les surprises. Même si je n'étais pas sûr que ça change quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Les mois ont passé, sans autre événement bizarre, jusqu'à ce que le fantôme réapparaisse. Une autre nuit, il est revenu. Cette fois, j'étais prêt. Comme la fois précédente, je l'ai accompagné jusqu'à sa chambre, calmement. Je me suis senti plus tranquille, car je savais quoi faire. La vie a continué. Même si parfois j'avais encore peur, on s'entendait bien. Mais je commençais à penser que vivre avec quelqu'un qui faisait ce genre de choses en dormant n'était peut-être pas le meilleur plan de vie. Peut-être que la prochaine fois, il vaudrait mieux que je cherche un endroit où je n'aurais pas à partager l'appartement. Les semaines l'ont passé, et en réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte que c'était un peu idiot d'être énervé à cause de son trouble du sommeil. Je ne pouvais pas contrôler ce que faisait mon colocataire. Mais il y avait toujours des moyens de limiter ses déambulations nocturnes. Alors, je me suis dit que je pouvais mettre en place quelques techniques, des mesures pratiques, et qu'une fois cela fait, mes nuits d'angoisse seraient terminées. Mon objectif était clair, en finir avec le somnambulisme. Ce ne serait plus une inquiétude pour moi, mais je me trompais. Les jours ont passé, et je ne pensais qu'à ça. Comment mettre un terme au somnambulisme de mon colocataire? J'ai passé presque une semaine entière à faire des recherches en ligne. C'est alors que j'ai reçu un appel du travail. Il m'informait que je devais obligatoirement prendre quelques jours de vacances. Pile au cœur du mois de décembre, quand je suis rentré de ces courtes vacances, qui n'avaient duré que 3 jours. Mon moral était au plus bas. Tous mes plans étaient ruinés. J'avais espéré combiner ces jours-là avec d'autres congés prévus jusqu'en janvier, mais à la place, je me retrouvais là, affalé sur le canapé, à ne rien faire. Après un moment, je me suis souvenu que je devais reprendre mes recherches sur le somnambulisme. Juste au moment où j'allais m'y remettre sérieusement, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran, pris une grande inspiration et me suis préparé au pire. C'était mon patron. Et bien sûr, sa première question fut « Tu sais où est Chander ?» Mon colocataire ne s'était pas présenté au travail ce jour-là. Je ne lui avais pas encore dit que je ne l'avais pas vu depuis mon retour. Mon patron, qui était aussi mon ami, m'a demandé d'aller jeter un œil dans sa chambre. Je n'avais pas le choix. J'ai donc marché lentement jusqu'à sa porte et je l'ai ouverte. La chambre était en désordre, ce qui était étrange, car Chander était quelqu'un de très ordonné et ponctuel.
Je suis revenu à mon téléphone et lui ai dit qu'il n'était apparemment pas rentré. Je lui ai promis que je l'appellerais si je le voyais, puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai essayé de joindre Chandler moi-même, mais il n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal, inquiet. La nuit est tombée. Toujours aucun signe de lui. Je n'étais pas son genre. Le lendemain, j'étais encore plus inquiet. J'ai décidé d'entrer à nouveau dans sa chambre pour voir s'il était revenu pendant la nuit. Mais rien n'avait changé. Tout était pareil. Son comportement était de plus en plus préoccupant. Je le connaissais depuis un certain temps déjà, et quelque chose ne tournait pas rond. Je commençais à me demander s'il avait un côté sombre que je n'avais jamais vu, ou si quelque chose de grave lui était arrivé. Alors que je quittais l'appartement pour aller au travail, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai pensé que c'était peut-être lui, qu'il avait besoin d'aide. Alors j'ai répondu, espérant entendre sa voix. Mais à l'autre bout du fil, c'était une voix que je ne reconnaissais pas. Un homme s'est présenté comme étant le détective James, de la police de Littleton. Immédiatement, j'ai été sur mes gardes. Je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a annoncé que Chandler avait eu un accident de voiture, qu'il était décédé. Mon monde s'est effondré. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis resté muet. Le détective m'a demandé si j'étais toujours en ligne. J'ai respiré profondément et j'ai répondu « oui ». Je suis là. Que s'est-il passé? Il m'a expliqué que Chandler s'était écrasé contre un poteau électrique, qu'il avait été retrouvé dans un état étrange au bord de la route. Je lui ai dit que c'était bizarre, qu'il n'avait pas l'habitude de sortir le soir. Il restait généralement à la maison, toujours. C'est alors que le détective m'a posé une autre question qui m'a glacé le sang. Était-il normal qu'il soit dehors à cette heure-là? J'ai répondu que non. Il devrait être en train de dormir. Il ne sort jamais la nuit. Et puis, dans un moment de silence pesant, une idée m'a traversé l'esprit. Ne me dites pas qu'il conduisait en étant somnambule? Le détective a confirmé ce que je redoutais. Il avait bel et bien conduit. Endormi, la conversation s'est poursuivie encore un peu. Puis est venu le moment le plus difficile. Appeler ses parents et pour leur annoncer la terrible nouvelle. Ils vivaient à Pueblo. Ils se sont préparés pour venir le lendemain. Son corps a été rapatrié dans sa ville natale et les funérailles ont été organisées 3 jours plus tard. Sa perte était palpable. Tout le monde autour de lui l'aimait profondément. Nos employeurs ont suspendu le travail pour la journée afin que chacun puisse assister aux funérailles. Je ne suis pas fan de ces cérémonies, mais il n'était pas question que je rate celle-ci. Dire adieu à mon meilleur ami, c'était la moindre des choses. Je me suis donc retrouvé là, entouré de gens qui pleuraient comme moi. Tous partageaient leurs souvenirs de Chandler. Nous avons ri, pleuré et évoqué ce garçon drôle et gentil qui avait tant marqué nos vies. Parfois, la vie te jette des drames en pleine figure, des surprises tragiques. Il y a des moments où tu penses que tu ne t'en remettras jamais, mais se souvenir de ceux que l'on a perdus nous aide à continuer d'avancer. La vie est fragile. Cette vérité est parfois brutale, mais dans les ténèbres, on se souviendra toujours de la lumière qu'ont apporté nos amis. Avec le temps, tous les détails de ce qui s'était passé ont été révélés. Il s'avère que Chandler, celui dont je m'inquiétais à cause de son comportement étrange, avait pris sa voiture juste après être sorti de sa chambre. Je n'avais aucune idée que le somnambulisme pouvait aller aussi loin. Après avoir parlé à mon médecin, j'ai compris à quel point c'était grave. Conduire en état de somnambulisme, c'est incroyablement dangereux. Honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de ressentir un peu de culpabilité. Peut-être que si on en avait parlé plus tôt, on aurait pu prendre des précautions. Mais soyons réalistes, 2 gars de 22 ans, probablement l'un de nous se serait endormi sur le canapé après une soirée, jeux vidéo et bière, en oubliant de verrouiller les portes. Aujourd'hui, après plusieurs mois, j'ai décidé qu'il était temps de le laisser partir. Ma copine et moi avons trouvé un endroit pour vivre ensemble. Et je suppose que si je suis resté si longtemps dans cet appartement, c'est parce que cela rendait la perte de Chandler encore plus réelle. Ma copine et moi faisions plein de choses que lui et moi avions l'habitude de faire. On s'amusait beaucoup, presque comme au bon vieux temps. Mais au fil du temps, j'ai compris que tant que je resterais dans cet endroit,
Je n'accepterai jamais vraiment qu'il était parti. Alors, le mois dernier, j'ai pris la décision de quitter l'appartement. Je l'ai laissé à 2 jeunes gars de mon travail qui avaient eu du mal à en trouver un. Je me suis souvenu à quel point cela avait été difficile pour moi à l'époque. J'espère sincèrement qu'ils profiteront de cet espace autant que nous. Et j'espère que leur amitié ne se terminera pas de manière aussi déchirante que la nôtre. Voilà, une expérience terrifiante, avec un peu d'amitié au milieu de la folie. Au fond, nous avons tous nos bizarreries, et apprendre la tolérance peut être l'une des leçons les plus difficiles à recevoir. J'espère seulement que cette histoire t'aura fait réfléchir sur ce que cela signifie vraiment de connaître quelqu'un et sur ce qu'il peut se cacher derrière chaque porte fermée